Bonjour chers téléspectateurs, dans cette édition, nous passons un peu de temps avec Dr Elias Abichakra. Il est docteur en géographie. Il a également obtenu un master en physiologie de l'exercice musculaire spécialisé dans la performance motrice. Dr Elias Abichakra, bienvenue dans notre studio. Vous êtes docteur en géographe. Pour commencer notre conversation, quelle est la géopolitique du bassin du Nil? Merci de m'avoir invité à tout Bete Jesus. Je suis content d'être venu parler d'un sujet qui est d'actualité, on dirait même d'actualité brûlante. Bon, la géopolitique du bassin du Nil, si vous voulez, a changé de période en période. Maintenant, bon, je crois que nous sommes à peu près 400 millions d'individus, avec deux grands pays, l'Égypte et l'Éthiopie. L'Égypte 100 millions, nous 110 millions. Le Kenya 54 millions, etc. L'Ouganda est 45 millions. Et dans une quinzaine d'années, je crois qu'on va être 600 millions. Donc la géopolitique va évoluer en fonction de la démographie. Ça, c'est indiscutable. Elle va évoluer aussi en fonction du niveau de développement des pays. Parce que vous savez, l'Éthiopie, je crois qu'elle a 4000 mégawatts pour l'instant. Et si nous ajoutons le grand barrage, quand il sera fini, nous aurons 6000, donc nous allons entrer dans 10 000 mégawatts. Ça va tout changer en Éthiopie, hein. C'est-à-dire qu'il va y avoir des petits boulots comme des grands boulots. Hein. C'est-à-dire, si vous voulez, par exemple, ouvrir un hôtel, il est impensable de penser ouvrir un hôtel de bon niveau, de standard international, si vous n'avez pas d'électricité. Ensuite, vous êtes au courant qu'il y a quand même pas mal de parcs industriels en Éthiopie. Ça fonctionne avec quoi, un parc industriel? C'est avec l'électricité. Bon, revenons. C'est ça qui fait que la géopolitique du bassin du Nil évolue avec le temps. Il n'est pas figé. Les Égyptiens croient qu'il est figé. Ils sont encore avec leur façon de penser du temps des pharaons. Ils étaient peut-être 2 millions, maintenant ils sont 100 millions. L'Éthiopie, elle est 110 millions. On dit que c'est le deuxième pays le plus peuplé en Afrique après le Nigeria. Donc, avec une envie de développement qui est très important, et nous avons raison de vouloir faire développer notre pays. Et ça, si vous voulez, c'est un grand sujet sur lequel on ne peut pas faire des compromis. Vous savez, l'eau courante et l'électricité, c'est ce qu'on appelle un truc de nécessité primaire, comme un droit de l'homme, si vous voulez. On n'a pas à discuter là-dessus. L'eau courante, l'eau potable, c'est la santé. L'électricité, imaginez par exemple un enfant qui rentre de l'école le soir, avec quoi il va étudier? Laissons tomber le loisir, la télé, regarder les matchs de foot, ça c'est autre chose. Mais première nécessité, c'est-à-dire que si on n'a pas l'électricité, on est obligé de couper des forêts. Nous savons, vous êtes comme moi, vous savez qu'on était à 37% de surface couverte de forêt dans les années 1900. Maintenant, grâce à l'effort du Premier ministre Dr Abiy, ça commence à bouger, mais on était tombé à 4%. C'est terrible. Vous vous rendez compte des conséquences environnementales? Donc, si vous voulez, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas stable et fixe, ça évolue. La géopolitique de l'eau menace-t-elle la stabilité de l'Afrique? Comment expliquez-vous cette situation? Si vous voulez, bon, il faut reconnaître une chose. L'eau, au fur et à mesure que la population augmente un peu partout dans le monde, ça devient une denrée rare, de plus en plus rare. Donc, en plus, avec la modernisation, vous savez, quand vous allez à la campagne, l'eau est très limitée, ils vont boire, ils vont se limiter à laver quelque chose, c'est tout. Si vous venez en ville, chaque individu va se prendre sa douche. S'il a un jardin, il va arroser son jardin. S'il a une voiture, il veut
laver sa voiture. Et bon, il faut laver le linge et tout ça. Donc, si vous voulez, la consommation d'eau est quelque chose qu'il faut gérer correctement. On ne peut pas utiliser l'eau comme si c'était une denrée inépuisable. Et d'autant plus difficile, c'est que maintenant, le climat est en train de changer. Donc, l'apport de l'eau en pluviométrie varie énormément. L'année dernière, nous avons eu la chance, il a plu beaucoup. Même, ça a été une année record. Mais s'il ne pleut pas, ça va être un problème. Donc, la géopolitique de l'eau est quelque chose qui va être un problème central dans les années à venir, surtout avec le changement climatique. Du point de vue de l'Égypte, quelles sont les principales préoccupations entourant la construction du barrage de la Grande Renaissance? L'Égypte, si nous refaisons un peu l'histoire, elle a toujours pensé à exploiter les eaux du Nil seule. Ça me revient, c'est historique. Depuis les temps des pharaons, on n'a que le Nil pour beaucoup de mensonges d'ailleurs, beaucoup de mensonges. Comment est-ce qu'ils utilisent l'eau? Parce que ça aussi, c'est quelque chose... quand, par exemple, vous savez que pour produire un kilo de maïs, il faut 800 litres d'eau. 1 kilo de maïs. Ils ont des cultures qui consomment énormément d'eau. La canne à sucre, par exemple. Pourquoi cultiver la canne à sucre en Égypte? Le coton. OK? Et c'est ils utilisent des cultures comme si les eaux du Nil étaient inépuisables. Moi, je vais vous raconter quelque chose. Le climat a tellement changé dans le sud de la France, en zone méditerranéenne. C'était un endroit où ils cultivaient beaucoup de maïs. Étant donné la rareté de l'eau maintenant, la sécheresse a augmenté. Ils ont déplacé vers le nord la culture du maïs. Voilà ce que c'est de l'intelligence, c'est-à-dire qu'on s'adapte. On ne fait pas comme si c'était il y a 200 ans. Et l'Égypte, pareil, avec le barrage sur la Baye, appelons-le la Baye, parce que ça nous appartient, et quelque chose qui voit d'un mauvais œil, alors qu'on retient l'eau pour produire de l'électricité, et l'eau continue à couler vers le Soudan, qui va être le plus grand bénéficiaire, parce qu'ils ont un très grand projet d'agriculture irriguée, et ensuite l'eau arrive en Égypte. Les eaux du Nil arrivent en Égypte. Maintenant, c'est à eux de savoir comment utiliser correctement cette eau. Il y a quelqu'un qui s'appelait Gérard Prunier, qui était directeur du Centre des études franco-éthiopiennes, qui a fait une recherche et d'après lui, plus de la moitié de l'eau qui est utilisée au Caire disparaît à cause des mauvaises canalisations. Ils n'ont qu'à réparer correctement la canalisation. Changer les méthodes aussi d'irrigation. Irrigation par inondation, ça veut dire quoi ça? Israël utilise beaucoup le goutte à goutte parce qu'ils savent que l'eau est très rare. Et savez-vous que c'est le seul pays qui a réussi son indépendance alimentaire? Tous les autres pays dans l'Afrique du Nord, l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, ils sont en déficit. Et l'Égypte, tous les ans, importe entre 10 et 12 millions de tonnes de blé. Alors, et ils produisent des légumes pour exporter et tout. Ok, c'est bien. Mais il y a quelque chose que vous ne savez pas. Moi, j'ai fait une recherche. Ils ont 24 golfs en Égypte. Golf, il faut beaucoup de verdure. Le gazon doit être parfait, toujours vert. D'ailleurs, on l'appelle le green. C'est une invention anglaise. Vous savez combien il faut pour entretenir un golf par jour en eau? 5000 mètres cubes. C'est-à-dire l'équivalent pour un Européen, pour 12 000 Européens par jour. En Égypte, ça doit être 20 000 à 24 000, le double. Multiplié par 365, vous arrivez à une somme astronomique. Bon, je comprends. Ils ont fait ça parce que les Européens
le Golfe est devenu très populaire maintenant dans le monde. Vous savez, il y a à peine 5000 Égyptiens qui sont dans la Fédération de Golfe. Tout le reste, c'est des touristes qui viennent parce que quand ils fuient un peu l'hiver, ils viennent en Égypte, il fait doux et ils font du golf. Mais attendez, mais c'est bien. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec les eaux du Nil. Mais ils n'ont pas à nous dire, faites ça avec les eaux du Nil ou de la Baï. Bon, quel avantage économique l'Éthiopie peut-elle espérer tirer du barrage Renaissance? C'est uniquement résoudre le problème d'électricité du peuple éthiopien? Il n'y a pas que ça. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un plan d'aménagement du lac artificiel qui va être retenu derrière le barrage. Ça va devenir un grand centre touristique. Je peux vous dire, Aksum, Gondar, Lalibela, ils vont être des petits à côté du barrage parce que tout le monde est allé. Je ne sais pas si vous êtes allé. Moi, je suis allé au bout d'un mois, après la pose de la première pierre. Et je sais que c'est un endroit magnifique. Il va y avoir, je crois, 7 ou 8 îles sur lesquelles on va construire des lodges et tout ça. Donc ça va être un grand centre touristique. Ça va être une voie navigable. Il va y avoir de la pisciculture. On va élever des poissons. On envisage, je crois, 50 000 tonnes de poissons par an. Vous vous rendez compte? Donc c'est un intérêt. Avec une pierre, on n'abat pas 2 oiseaux, 5, 6 oiseaux. C'est-à-dire il y a l'électricité, il y a le tourisme, il y a une certaine forme d'agriculture et surtout beaucoup de développement urbain autour. Et on peut même penser à avoir, par exemple, des activités aquatiques. Vous vous rendez compte? Vous savez, moi j'ai vécu en France, dès qu'il y a un petit lac, maintenant les gens mettent des bateaux pour naviguer, pour skier et tout. On peut faire ça aussi là-bas. Docteur Elias, quels sont à votre avis les plus grands défis du méga barrage? Le plus grand, il y a plusieurs défis. Bon, d'abord, nous avons maintenant un Premier ministre qui est très déterminé à aller jusqu'au bout et qui va corriger beaucoup d'erreurs de l'ancien gouvernement, la corruption, le retard du barrage, et des erreurs techniques incroyables à ce niveau-là. Un barrage, ce n'est pas une route, hein. C'est parmi les technologies les plus sophistiquées, hein. On ne donne pas ça à quelqu'un qui bâtit un immeuble. Et c'est vraiment, ça vous montre à quel point on a été léger à ce niveau-là. Et le Premier ministre Abiy a corrigé. Il y a une grande mobilisation populaire. Merci aux Américains d'ailleurs. Ils sont mêlés dans cette affaire qui ne les regarde pas. Et la population éthiopienne a réagi sainement. On contribue beaucoup d'argent. Je crois que vous devez suivre un peu ce que les gens cotisent en ce moment. C'est extraordinaire. Bon, le défi à ce niveau-là, je crois, au niveau éthiopien, je crois qu'il va être stabilisé, réglé. Il est en train d'aller vers de bonnes directions. Le défi maintenant, c'est nos voisins, c'est-à-dire le Soudan et puis, l'Égypte. Le Soudan, le problème, c'est que, comme on dit, elle a les fesses entre 2 chaises, hein, c'est-à-dire il y a l'Éthiopie et puis l'Égypte. Alors, mais s'ils réfléchissent, c'est les plus grands bénéficiaires, même plus que l'Éthiopie. Parce qu'ils vont avoir l'électricité, ils vont avoir l'eau, ils ont une très grande territoire qu'ils veulent irriguer. Donc, vous vous rendez compte à ce niveau-là. Et l'instabilité du Soudan, vous savez, ils ont un gouvernement d'union nationale qui n'est pas très, très stable. C'est-à-dire qu'il y a le militaire qui veut encore continuer à diriger le pays comme avant. Il y a les civils qui sont conscients du problème du Soudan. Et donc, un coup d'État est possible. Rien ne nous dit que ce n'est pas impossible. Hein. Et ils ont un pays qui peut les aider, c'est l'Égypte. Et puis, si vous voulez, l'Égypte, avec tout un tas de fantasmes, puis
des idées un peu bizarres pour le 21e siècle. Et ils sont en train de toujours penser que l'Éthiopie va les affamer, attendez, mettons-nous à table et ne venez pas en conquérant, mais d'homme à homme à égalité. Mais discutons à égalité. C'est-à-dire, vous proposez, moi je propose, et puis win-win. gagnant-gagnant, et puis voilà. Et non pas venir déjà en imposant, voilà, moi il me faut tant de milliards de mètres cubes. Attendez, mais est-ce que vous savez que quelque chose, bon, le barrage d'Assouan est une réussite pour l'Égypte, elle a régularisé les eaux du Nil pour le paysan égyptien. Mais il est construit à un endroit, c'est très étalé, et il y a beaucoup d'évaporation. Toute l'eau qui part de l'Éthiopie à travers la rivière Baro, qui part du Gambella, qui va dans le Sud-Soudan, qui devient Sobat quand il est en... Toute l'eau, c'est-à-dire entre 10 et 12 milliards de mètres cubes, part en évaporation à cause du barrage d'Assouan. Parce qu'il est situé en plein désert nubien. Vous vous rendez compte? Alors, mais vous savez, il y a quelques années, la Banque mondiale, des grandes institutions ont dit aux Égyptiens, laissez les Éthiopiens construire leur barrage dans les hauts plateaux. D'abord, les vallées sont encaissées, donc le lac ne s'étale pas. Deuxièmement, il y a des périodes où le climat est tempéré, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup d'évaporation. Par exemple, de juin jusqu'en septembre, il n'y a pas beaucoup d'évaporation. Au contraire, il y a beaucoup de pluie. L'évaporation, c'est surtout entre février et juin. C'est la période chaude en Éthiopie. Et on leur a dit, voilà les avantages d'avoir les barrages en Éthiopie. Ah non, ils pensent toujours au temps des pharaons. Les Égyptiens savent que ni la construction, ni le remplissage du Nil ne leur ferait du mal. Alors, pourquoi complot-ils constamment, selon vous? Vous savez, d'abord, je crois qu'ils ont un complexe de supériorité. Nous sommes l'Égypte. Bon, ok, vous savez, l'Amérique est partie de rien, c'est la première puissance mondiale en 200 ans. Les Égyptiens, il y a 4000 ans, c'était une des plus grandes puissances. Qu'est-ce qu'ils sont maintenant, à l'heure actuelle? Ils vivent de subventions. Banque mondiale, l'Arabie Saoudite et tout et tout. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup de malhonnêteté intellectuelle. Il y a très peu d'intellectuels honnêtes sur le problème du Nil. Hein, très peu. Les hommes politiques, n'en parlons pas. Ils sont tous aveuglés en disant que le Nil nous appartient. Attendez, quand l'Éthiopie fournit 8 litres 6 sur 10 des eaux du Nil, on devait être beaucoup plus correct avec l'Éthiopie. Donc, si vous voulez, ils ont une façon de penser qui n'a pas évolué. Ils sont encore avec leur pensée d'il y a 4000 ans. Mais c'est fini. Hein. Si nous arrivons en 2030 à 150 millions d'Éthiopiens, c'est fini, les choses changent. Puis les Éthiopiens ont besoin de vivre correctement. On ne dit pas dans le luxe. On ne veut pas créer des Las Vegas en Éthiopie. Las Vegas, c'est en plein désert, vous voyez la lumière et l'utilisation de l'eau, vous êtes scandalisés. Mais ici, on veut vivre, juste vivre, honnêtement et correctement. Qu'est-ce qu'il a, lui, à me donner ou ne pas me donner l'autorisation? C'est ça qui m'étonne beaucoup. Il faut qu'ils comprennent qu'on est à égalité, qu'on n'a pas peur d'eux. On veut régler les problèmes le plus possible pacifiquement. Mais ce n'est pas la guerre qui fait peur aux Éthiopiens. Vous le savez autant que moi. Et on a une armée qui est valable. On a une population qui va soutenir l'armée. On l'a vu il y a récemment ce qui s'est passé. Donc, je crois qu'il faut qu'ils arrivent à comprendre qu'on a besoin autant que du Nil. Et quand ils commencent à dire qu'ils vont manquer d'eau et tout, je vous ai raconté le problème des golfs, le problème des cultures qu'ils utilisent. Savez-vous que la Libye, l'Égypte, le Soudan, le Tchad, il y a une grande région, on appelle l'aquifère nubien. Il y a de quoi
utilisé de l'eau pendant 500 ans. N'oubliez pas autre chose aussi, c'est que la désalinisation a fait beaucoup de progrès. C'est-à-dire que maintenant, on peut utiliser les eaux de la mer Rouge, la Méditerranée, au lieu d'avoir une armée incroyable face à qui? Face à Israël, ils ont 180 bombes atomiques, Israël. Si ça va mal, il y a l'Amérique derrière eux. Ils ne vont pas se battre contre les Israéliens seulement. Alors pourquoi cette armée pléthorique, immense, qui consomme énormément de budget, qui est l'État dans l'État en Égypte, au fait. Vous savez, en dehors de la période d'une année de Morsi, depuis 1952 jusqu'à maintenant, l'Égypte a été gouvernée par des militaires. Alors, ça veut dire quoi? Mais au lieu de dépenser une énorme de cet argent pour cette armée, pourquoi ils ne le dépensent pas pour utiliser correctement les eaux du Nil et partager correctement entre nous, le Soudan, et puis il y a d'autres pays africains aussi. Ici, qui sont les gagnants et qui sont les perdants de la construction du barrage et pourquoi? Les gagnants sont les gens qui acceptent les compromis. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un gouvernement soudanais qui comprend l'intérêt du barrage, il va être gagnant. Les Égyptiens, s'ils arrêtent de nous montrer leurs muscles, ils vont être gagnants. Ils vont être perdants s'ils veulent aller jusqu'au bout, c'est-à-dire la confrontation militaire. Parce que vous savez, la guerre, ce n'est pas quelque chose de mathématique. 2 plus 2 égale 4. Vous avez vu à Doha, on n'aurait jamais dû gagner contre les Italiens. Nous, on est du pays du quart-monde, eux, c'est déjà un pays industrialisé, on les a battus. Si vous voyez la guerre en 1940, l'armée française et allemande étaient à égalité. C'est l'armée allemande qui a gagné. Et rien de mathématique. Regardez le Vietnam. Ho Chi Minh et Diap ont battu les Français et les Américains. Ils ne produisent même pas une aiguille. Alors vous croyez que c'est mathématique parce qu'ils ont tant d'avions, tant de chars? Et puis, il faut occuper le pays aussi, après. Et vous pensez qu'ils peuvent occuper l'Éthiopie? Ils ont essayé, les autres. Hein. On a vu ce que ça a donné. Donc, ce n'est pas la peine de fanfaronner. Je crois qu'il faut être intelligent. Il faut savoir céder pour recevoir. S'ils veulent tout garder, on ira jusqu'au bout. Personne ne va lâcher. Les Éthiopiens, c'est la première fois, vous le savez, qu'ils sont mis ensemble non pas pour combattre un ennemi, c'est-à-dire à l'époque c'était les Italiens, ensuite ça a été la Somalie, il y a 20 ans ça a été l'Érythrée. C'est la première fois que les Éthiopiens se mettent ensemble pour combattre la pauvreté, le sous-développement. C'est fantastique. Selon vous, que faut-il faire pour réussir dans la construction et la renaissance et la réalisation de la renaissance? Vous savez, je crois qu'ils sont partis sur un bon chemin, c'est-à-dire unifier le pays, sensibiliser les gens qui fassent des contributions financières et surtout ne pas céder à toutes les menaces et les fanfaronnades qui peuvent venir du Soudan, de l'Égypte, des États-Unis. Les Éthiopiens doivent comprendre que c'est leur droit de développer, d'utiliser la baille. C'est leur droit. Ils ont peut-être la seule permission qu'ils peuvent demander, c'est au bon Dieu, mais personne d'autre. Une question personnelle. Docteur Elias, comment passez-vous votre temps de loisir? Je lis beaucoup. Maintenant, avec Internet, je regarde beaucoup. Par exemple, les événements récents, je les suivais sur Internet, à travers les réseaux sociaux. Sinon, pour conserver ma ligne, ma forme, en moyenne 3 à 4, 5 jours par semaine, je m'entraîne chez moi, à raison de 45 minutes à 1 heure. J'aime beaucoup regarder la télé. Quand j'ai le temps, je peux passer 2 à 3 heures à écouter de la musique. J'ai beaucoup de CD, de bonne musique. Et bon, quand j'ai l'occasion aussi, j'aime
sortir d'Addis Ababa, visiter la nature. Je suis le fils d'un grand admirateur de la nature qui était chasseur et j'aime beaucoup visiter les parcs nationaux par exemple. Et c'est mon rêve quand je vois que maintenant avec ce que fait le Premier ministre, on va s'intéresser beaucoup plus à la nature et l'Éthiopie peut, vous savez, le Kenya a la nature, l'Égypte a l'histoire, nous avons les deux. Ça peut devenir un très grand pays. Donc je m'intéresse beaucoup à ça. Je ne m'ennuie pas, rassurez-vous, ok? Docteur Elias, merci pour votre temps. Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre émission. Merci de votre attention et à bientôt. Merci, Monsieur Bete Jesus.